Les attaques du 11 septembre à Dos Mil Uno ont rapidement déclenché la guerre mondiale de l'Amérique contre le terrorisme. L'objectif principal de ce nouveau conflit était de localiser et de détruire les terroristes responsables de l'attaque du 9-11, la direction américaine déterminant rapidement que le groupe qu'ils recherchaient résidait en Afghanistan. Au fil des années, l'Afghanistan a assisté à la montée des talibans, un mouvement militant extrémiste qui a pris le contrôle du pays avec l'aide d'Al-Qaïda. Fin 2001, les États-Unis, aidés par des chefs de tribus anti-talibans, ont cherché à renverser le régime, l'une des plus grandes cibles étant la ville de Kandahar. Bienvenue à Guerre du Monde. Dans les décennies avant le 11 septembre, l'Afghanistan a été ravagé par la guerre et la pauvreté. Bien que le pays était économiquement pauvre, ce n'est qu'à la fin des années 70, suite à son invasion par l'Union soviétique, que les choses ont radicalement changé pour le pire. Entre 1979 et 1989, les soviétiques ont occupé le pays malgré une forte résistance des moudjahidines afghans, des groupes militants islamistes qui ressentaient l'invasion et étaient unis par leur conviction que le pays devrait être dirigé sur la base des enseignements islamiques. Ces forces rebelles ont été approvisionnées en armes et même formées par des pays comme le Pakistan, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Iran et la Chine. Malgré leur victoire, les dégâts étaient en fait. L'Afghanistan a été laissé en désarroi, détruisant les rares structures économiques et politiques autrefois en place. Ajoutant à la tourmente, le conflit de 9 ans a entraîné jusqu'à 3 millions de morts civiles et a vu 3 millions de civils supplémentaires blessés, laissant également plus de 5 millions de personnes sans abri. Après le départ des soviétiques, le 5e président de l'Afghanistan, Mohammad Najibullah Ahmadzai, est resté au pouvoir mais a finalement démissionné en avril 1992, peu de temps après que les forces rebelles des Moudjahidines aient pris le contrôle de la ville de Kaboul, et il a été assassiné 4 ans plus tard, en 1996. Dans les années qui suivirent, l'Afghanistan sombra dans l'anarchie. La guerre soviéto-afghane avait introduit une culture d'armes, de drogue et de terrorisme, et l'ancienne structure politique de gouvernement et de président a été remplacée par les Moudjahidines, qui ressemblaient davantage à de puissantes milices. Malgré l'unité passée des Moudjahidines, leur fragmentation politique a entraîné des désaccords sur la marche à suivre. La guerre civile a prospéré dans les années 90 et finalement, les talibans ont émergé, prenant le contrôle du pays en 1996 et établissant l'Émirat islamique d'Afghanistan. Ils ont par la suite mis en œuvre des lois qui suivaient des interprétations strictes de la loi islamique, y compris en interdisant aux femmes d'accéder à l'éducation et en amputant les membres des personnes qui commettaient des délits mineurs. La même année, Oussama Ben Laden est arrivé en Afghanistan et a établi une base pour Al-Qaïda. Avec leur aide, les talibans ont pris le contrôle de la grande majorité du pays, bien que des poches de résistance subsistaient au nord-est de Kaboul et au nord-ouest de l'Afghanistan. L'Afghanistan a été mis en lumière par les médias occidentaux et le gouvernement américain après le 11 septembre. L'attaque de 2001 a vu le détournement de 4 avions de ligne américains qui ont ensuite été écrasés sur plusieurs bâtiments importants, dont le Pentagone et le World Trade Center. Al-Qaïda a été rapidement identifié comme l'organisation terroriste responsable de l'attaque, certains des 19 hommes impliqués ayant été formés en Afghanistan. Le 7 octobre 2001, en réponse au 11 septembre, le président américain George W. Bush a annoncé que les frappes aériennes contre Al-Qaïda et les talibans en Afghanistan avaient commencé dans le cadre de la guerre mondiale contre le terrorisme. Le nom officiel de la guerre en Afghanistan utilisé par le gouvernement américain était l'opération Liberté durable, et ses objectifs comprenaient la destruction des camps d'entraînement terroristes et des infrastructures à l'intérieur du pays, l'arrestation des dirigeants terroristes et la mise fin à toutes les activités terroristes. Initialement, les États-Unis avaient exigé qu'on leur remette les dirigeants d'Al-Qaïda et des talibans, y compris le dirigeant des talibans, Mullah Mohamed Omar, mais cette demande a été refusée. Et ainsi, le gouvernement des États-Unis a commencé à élaborer leur plan de représailles. États-Unis. La direction a commencé à planifier les mesures qu'elle devrait prendre pour initier et mener à bien une guerre contre les extrémistes en Afghanistan. Mais cela n'a pas été sans difficulté. L'Afghanistan était un vaste pays rempli de montagnes, de déserts et de vallées reculées, et déterminer où et comment attaquer a pris du temps, surtout parce qu'ils savaient que les soviétiques avaient été entravés par le terrain difficile et les conditions météorologiques lorsqu'ils avaient envahi à la fin des années 70.
À la fin de septembre 2001, une équipe de la CIA surnommée Joe Breaker est arrivée dans le pays et a commencé à travailler avec des alliés anti-talibans afin d'établir un plan sur la façon de renverser le régime. L'Alliance du Nord est devenue un allié utile pour les États-Unis, tout comme le groupe de Pashtuns anti-talibans résidant dans la partie sud du pays. Les forces spéciales américaines, iraniennes et britanniques ont rapidement fourni de l'équipement et une formation à leurs nouveaux alliés afghans, et la première attaque contre les talibans a été lancée le 7 octobre 2001. Lors de cette attaque, des bombardiers de l'US Air Force et de l'US Navy ont ciblé les installations militaires et de communication des talibans ainsi que leurs supposés camps d'entraînement. La ville de Kandahar a également été bombardée lors de cette opération car elle abritait de nombreux bastions des talibans ainsi que les résidences de non-afghans qui travaillaient avec le régime. Les États-Unis visaient à frapper le leader des talibans, Mullah Omar, et neutraliser leur défense aérienne, un objectif qu'ils pensaient avoir atteint à la fin de l'assaut. Le 19 octobre, la zone autour de Kandahar a été attaquée lors de l'opération Rhino, une attaque conjointe du commandement des opérations spéciales menée par plusieurs unités d'opérations spéciales, y compris le 75e régiment de Rangers. L'objectif de l'opération Rhino était de sécuriser un aérodrome qui serait plus tard surnommé Camp Rhino, situé à environ 100 miles au sud-ouest de Kandahar, car la prise de cette zone permettrait aux États-Unis de soutenir une autre attaque aérienne à mener sur la résidence voisine de Mullah Omar. L'aérodrome se composait d'une piste pavée de 6400 pieds qui avait été construite sur le dessus d'un lit de lac asséché. Il n'y avait pas d'eau courante et seulement quelques bâtiments, car il avait à l'origine été conçu comme un camp de chasse pour l'actuel président des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed. Mais les renseignements autour du moment de l'assaut en 2001 suggéraient qu'il n'était probablement pas utilisé. Le général Tommy Franks du commandement central des États-Unis a déclaré plus tard qu'un autre avantage de l'opération serait que les États-Unis pourraient montrer aux talibans qu'ils pouvaient mener une attaque surprise au cœur du territoire du régime. Ils attireraient également l'attention sur les villes saisies par l'Alliance du Nord. Avant le déploiement des troupes au sol, l'aviation américaine a frappé plusieurs cibles autour de l'aérodrome, tuant environ 11 talibans selon des rapports et poussant plusieurs autres à fuir la zone. Ensuite, des troupes au sol ont été déployées, avec des rangers sécurisant la zone et établissant des positions défensives stratégiques. Globalement, les équipes américaines ont fait face à une résistance minime, sans aucune perte. La mission a été bouclée en moins de 5h30 et dans les jours suivants, un camp a été installé autour de la piste d'atterrissage et confié à une unité des Marines américains. Les images vidéo capturées lors de cette opération ont été diffusées aux États-Unis comme de la propagande positive. À peu près à cette époque, les troupes ont commencé à essayer de reprendre le contrôle des régions du Nord et du Nord-Est après l'assassinat du leader de l'Alliance du Nord par Al-Qaïda le 9 septembre. Les États-Unis ont commencé à chercher des successeurs, finissant par établir les généraux Fahim Khan et Bismillah Khan comme les nouveaux leaders de l'Alliance du Nord. Suite à la capture du camp Rhino, les soldats américains ont pu observer de près l'impasse dans laquelle l'Alliance du Nord était engagée avec les talibans depuis des années, bien avant l'invasion américaine. L'Alliance du Nord contrôlait une ancienne base aérienne soviétique sur les plaines de Chamalai, que les talibans ne pouvaient pas atteindre à cause des champs de mines. La situation s'est allégée lorsque les États-Unis ont appelé à des frappes aériennes contre l'ennemi. Ce barrage a duré plusieurs semaines, tuant des centaines de combattants talibans, perturbant leur soutien et endommageant considérablement leur commandement. L'Alliance du Nord a par la suite lancé une attaque le 13 novembre qui les a finalement conduits à prendre Kaboul en une seule journée sans incident. La reprise de la ville a contraint les membres des talibans et d'Al-Qaïda à se diriger vers Kandahar dans le sud. En novembre, les talibans ont abandonné d'autres postes, fuyant souvent vers Kandahar. Les tentatives pour reprendre la ville de Mazar-e-Sharif du contrôle des talibans ont également commencé le 17 octobre, bien que la bataille pour la ville n'ait pas eu lieu avant novembre. Dans les jours qui ont précédé, les troupes de l'Alliance du Nord se sont dirigées vers la ville, coupant les lignes téléphoniques, tandis que le 2 novembre, les Bérets Verts ainsi que plusieurs membres de l'équipe Bravo de la CIA sont arrivés dans la vallée de Dari al-Balkh afin de soutenir le général Mohamed Atanour de l'Alliance du Nord et ses hommes. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs villages ont été repris aux talibans.
Peu de temps après, les États-Unis ont commencé à larguer de la propagande dans la ville de Mazar-e-Sharif sous forme de tracts et à énumérer les fréquences radio où les civils pouvaient écouter la version américaine des événements. Les forces spéciales ont installé des désignateurs laser autour de la ville, ciblant les zones à frapper avec des munitions guidées. Les 7 et 8 novembre, en préparation de la bataille de Mazar-e-Sharif, les bombardiers américains ont frappé les défenseurs talibans qui s'étaient regroupés à Cheshmaï Shafa, à l'extrémité sud de la ville, et ceux au col de Hadjigak. Un ancien commandant taliban nommé Molfi Abdullah Khunzada se souviendra plus tard de la scène macabre, je cite, « Lorsque le bombardement a commencé, je commandais environ 400 combattants sur les lignes de front près de Mazar-e-Sharif. Les bombes fauchaient nos hommes comme une moissonneuse-batteuse récoltant le blé. Les corps étaient démembrés. Les combattants étourdis saignant des oreilles et du nez, commotionnés par les bombes. Nous ne pouvions pas enterrer les morts. Nos renforts sont morts dans leurs tranchées. » Fin de citation. Le 9 novembre, la lutte pour Mazar-e-Sharif a enfin commencé, déclenchée lorsque des membres de la CIA ont appelé des frappes aériennes contre les talibans à Tangjipas, menant de la vallée de Balkh à la ville. En représailles au bombardement aérien, les talibans ont lancé des roquettes depuis un BM-20 et un Grad, un lance-roquettes multiple laissé par l'invasion soviétique. Pendant ce temps, l'Alliance du Nord a lancé sa propre attaque, à cheval ou en camionnette. Dans les heures suivantes, ces forces ont capturé la principale base militaire et l'aéroport de la ville. Dans la ville, ils ont rencontré une faible résistance. Comme de nombreux centres de contrôle hors des villages avaient été frappés, les talibans ont fui vers Kunduz pour se rétablir et élaborer des stratégies. Pendant la lutte pour la ville, entre 400 et 600 personnes sont mortes, bien qu'il ne soit pas clair combien étaient des civils et combien étaient des talibans. Environ 1500 talibans ont fait défection ou ont été capturés. Bien que les forces talibanes aient disparu, la bataille n'était pas terminée, car des centaines de volontaires pakistanais s'étaient présentés à la ville dans les jours suivants, rassemblés et recrutés par Soufi Muhammad, un islamiste sunnite responsable de la création d'un groupe militant qui cherchait à mettre en œuvre la loi de la charia au Pakistan. Beaucoup de volontaires étaient des adolescents, et ils ont fini à l'école pour filles Sultan Razi qui avait été transformée en caserne. Dans les jours à venir, des centaines de volontaires ont été tués, et bien que l'Alliance du Nord ait proposé des négociations, elles ont été constamment refusées. Après les blessures de civils et les meurtres de plusieurs émissaires de paix aux mains des volontaires, les membres de l'Alliance du Nord ont commencé à riposter, et la fusillade qui s'en est suivie a secoué la ville pendant des heures. Plus tard, des gribouillis sur le mur tels que « Ne jamais se rendre » et « Mourir pour le Pakistan » ont été découverts. Après la fusillade, la direction américaine a approuvé le bâtiment pour un bombardement. La fin de la bataille pour Mazar-e-Sharif a cependant été l'objet de vives critiques, des responsables d'organisations telles que les Nations Unies alléguant que les troupes de l'Alliance du Nord avaient massacré les volontaires lorsqu'ils ont tenté de se rendre avant que les bombes ne soient larguées. Selon les allégations, les volontaires ont pris conscience des bombes et ont tenté de fuir, mais ils ont été abattus par des membres de l'Alliance du Nord, ce qui a entraîné la mort de 800 des 900. Un rapport ultérieur du Seattle Times a observé que beaucoup des garçons qui avaient été recrutés n'étaient pas prêts pour la bataille. C'étaient de simples garçons de ferme, souvent illettrés et pauvres. Soufi Muhammad a utilisé des haut-parleurs attachés à des camionnettes pour diffuser son message, encourageant les inexpérimentés et les vulnérables à se battre pour leur Dieu, déclarant, je cite, « Ceux qui meurent en se battant pour Dieu ne meurent pas. Ceux qui partent en djihad vivent éternellement au paradis. » Fin de citation. Un homme de la communauté croyait que les garçons étaient insatisfaits de la vie, ce qui les a poussés à se porter volontaires. Les dirigeants de l'Alliance du Nord, pour leur part, ont proposé différentes explications quant au sort des centaines de volontaires. L'un a dit que tous les garçons sont morts dans le bombardement. Un autre a dit que certains sont morts de leurs blessures après avoir survécu aux explosions. Un geôlier a prétendu qu'un accident de la route avait tué au moins 43 d'entre eux. Un jeune commandant a finalement révélé que certains des garçons étaient retenus comme esclaves, un autre ajoutant que jusqu'à 1500 garçons avaient été pris au cours des mois. Malgré la controverse, peu a été fait pour les garçons capturés, les travailleurs de la Croix-Rouge, de l'Organisation des Nations Unies et les soldats américains jugeant la situation délicate, ne voulant pas s'aliéner leurs collaborateurs. Certains garçons ont été libérés après que leur famille ait les payé une rançon. Néanmoins, la capture de la ville a été un succès, le commandement central américain notant qu'il ne pensait pas
que le contrôle de Mazar-e-Sharif serait repris avant l'année suivante. La reprise de la ville a été un énorme avantage stratégique pour les États-Unis et ses alliés, permettant de rouvrir les voies d'approvisionnement. La bataille a été considérée comme la première grande défaite des talibans et l'école de filles a été reconstruite après la reprise de la ville. Dans le sud, Kandahar est devenue la cible suivante des dirigeants américains qui cherchaient à reprendre la ville où de nombreux talibans s'étaient à réfugier. De nombreux planificateurs militaires pensaient que ce serait la ville la plus difficile à prendre, en partie parce qu'elle se trouvait à des kilomètres des bastions de l'Alliance du Nord dans le nord du pays, mais aussi parce qu'elle était le foyer spirituel des talibans, ainsi que leur centre politique. Il y avait des spéculations selon lesquelles la capture de Kandahar pourrait être retardée jusqu'au printemps, car les États-Unis et le Royaume-Uni avaient si peu d'alliés afghans avec qui travailler dans cette région. Début novembre, 2 unités des forces paramilitaires spéciales ont convergé vers la ville depuis des extrémités opposées, ralliant en chemin le soutien de leurs rares alliés disponibles. Des équipes des forces spéciales ont commencé leur voyage près du village de Tarinkot le 14 novembre. Ici, ils ont rencontré Hamid Karzai, un chef tribal qui servira plus tard comme le 7e président de l'Afghanistan et en 2001 avait un petit groupe de troupes anti-talibans décrits comme 35 hommes bien intentionnés, bien que ce nombre finirait par grandir jusqu'à 800. Karzai cherchait à parler avec les anciens du village et à rassembler leur soutien. Mais seulement 2 jours après leur arrivée à Tarinkot, les talibans ont envoyé des centaines d'hommes pour prendre la vie de Karzai, le considérant comme une menace pour leur pouvoir. Bien que Karzai ait envoyé ses propres hommes pour repousser les avancées des troupes talibanes, il comptait surtout sur les soldats américains nettement plus nombreux que ses partisans. Des avions américains ont été appelés pour bombarder les convois talibans, tandis que les troupes au sol, y compris les partisans de Karzai, ont réussi à repousser les forces ennemies et les talibans auraient battu en retraite après avoir été pris au dépourvu par la réaction rapide du soutien aérien américain. Dans les jours suivants, les troupes américaines ont commencé à équiper et à préparer les hommes de Karzai du mieux qu'ils le pouvaient dans le peu de temps qu'ils avaient. Et le 2 décembre, les troupes américaines et celles de Karzai se sont dirigées vers le sud en direction du village de Saïd Alim Khalei qui contenait un pont jugé d'une importance cruciale. Ajoutant à la pression était le fait que Karzai avait été informé qu'il servirait de chef du gouvernement intérimaire afghan et donc les forces paramilitaires spéciales étaient déterminées à sécuriser Kandahar et à mettre Karzai en sécurité. Bien que ces hommes aient pu éliminer les soldats talibans à l'extrémité est du pont, le pont lui-même était plus fortement défendu et ils n'ont pas pu percer. Les États-Unis ont par la suite fait appel à un soutien aérien, mais les talibans sont restés en contrôle du pont. Au cours des jours suivants, ils continueraient à repousser les forces ennemies, espérant repousser les talibans de plus en plus loin. Le 4 décembre, les alliés afghans ont entamé les préparatifs d'une attaque totale. Les hommes de Karzai et les troupes américaines se sont ensuite entassés dans des camions chargés d'armes et des frappes aériennes ont été appelées pour attaquer la crête de l'autre côté du pont. Mais les talibans ont répondu par des tirs nourris et lourds. Peu de temps après, les hommes de Karzai ont commencé à tirer directement sur les forces ennemies, les forçant à reculer, et bien que les talibans aient cherché à avancer sur le pont, les tirs répétés les ont obligés à reculer une fois de plus et à se mettre à l'abri. Les États-Unis ont continué à appeler à des frappes aériennes. Dans les heures qui ont suivi, les talibans ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas avancer et ont commencé à se retirer. Ils se sont retirés sur plusieurs kilomètres, laissant les hommes de Karzai sécuriser le pont. Le lendemain, cependant, les États-Unis ont subi un revers notable lorsqu'une bombe égarée a atterri au milieu de leur propre position, entraînant la mort de 3 soldats et laissant des dizaines d'autres blessés. Une autre équipe de forces spéciales est arrivée en renfort, pendant que les soldats blessés recevaient des soins médicaux. C'était alors les pertes les plus lourdes et le pire incident de tir ami que les États-Unis avaient connu. Pendant ce temps, Karzai négociait des accords avec les talibans qui avaient décidé de se rendre à Kandahar. Le lendemain, le 6 décembre, les alliés afghans ont entamé leur déplacement dans la région. L'autre équipe des forces spéciales, qui approchait depuis le sud de la ville, avait avancé de manière similaire, entrant par la vallée de Shin-Narai à la frontière pakistanaise le 18 novembre, avant de rencontrer le leader anti-taliban Gul Shazai, qui avait autrefois été le gouverneur de Kandahar. Dans la nuit du 21 novembre, Shazai a envoyé un petit groupe de ses hommes, dirigé par son frère, à la ville pour négocier la reddition des talibans. La situation s'est dégradée à leur arrivée, accueillie par des tirs. Bien qu'il n'y ait eu aucune victime,
Shahzahi a choisi de changer son itinéraire à l'avenir pour éviter les combats avant d'arriver à la ville, afin de ne pas épuiser l'énergie de ses hommes ou d'utiliser leurs ressources inutilement. Ils ont ensuite dépassé le bastion des talibans à proximité et sont entrés dans le district d'Argestan. Le matin du 22 novembre, ces hommes, dans un convoi d'environ 100 véhicules, se sont dirigés vers le village de Takhtepol dans la province de Balkh, rencontrant peu de résistance en chemin. Ce n'est qu'une fois arrivé dans une vallée juste à l'est de l'autoroute 4, à environ 3 miles du village, que Shahzahi a tenté à nouveau de parvenir à une trêve avec les talibans. Une fois de plus, la petite force qu'il avait envoyée a été prise en embuscade par les talibans qui n'avaient aucun intérêt à se rendre et les forces séquins spéciales américaines ont appelé un soutien aérien pour mettre fin à l'assaut. Malgré le retrait des hommes de Shahzahi, les talibans ont commencé à se positionner le long de l'autoroute 4 avec des mitrailleuses lourdes et des roquettes anti-chars. Les troupes américaines ont mené la bataille qui a suivi, dirigeant leurs alliés et appelant un soutien aérien supplémentaire, forçant les talibans à battre en retraite précipitamment avant d'abandonner le village. Le 24 novembre au matin, les hommes de Shahzahi ont investi le village. Ils ont divisé l'autoroute en deux entre Kandahar et Charman au Pakistan, établissant des points de contrôle au nord et au sud de la zone. Au cours des jours suivants, les forces américaines ont établi un poste d'observation surplombant l'aéroport de Kandahar. Ils ont pu voir les forces ennemies et ordonner des frappes aériennes entre le point de vue et l'installation, éliminant les talibans de leur chemin. Les talibans ont riposté, envoyant des obus d'artillerie et des roquettes sur le point de vue ainsi que sur le village, mais le bombardement constant était trop et a commencé à éroder leur détermination. Des groupes de talibans verts se sont déplacés vers le nord en direction de Spin Buldak, où ils ont pris des positions défensives près des hommes de Shahzahi. Mais ils ne semblaient apparemment pas représenter une grande menace, et ils l'étaient encore moins lorsqu'une équipe de Marines américains a également pris une position défensive au camp Rhino à proximité. Début décembre, les États-Unis et les hommes de Shahzahi se préparaient à prendre la ville de Kandahar. Bien que les talibans aient balayé les canaux secs autour des bords de Kandahar dans une tentative de lancer des attaques surprises, leurs assauts ont été facilement repoussés, les alliés afghans réussissant à capturer plusieurs positions ennemies. Les États-Unis et leurs alliés ont commencé leur attaque sur l'aérodrome, s'attendant à subir un feu nourri en retour, mais ils ont été surpris de ne trouver aucune réponse des talibans. Shahzahi a rapidement été informé que les talibans avaient quitté la ville suite à l'accord qu'ils avaient conclu avec Karzai. Après avoir appris la nouvelle, Shahzahi, avec une petite équipe de sécurité et des membres de l'équipe américaine, est retourné dans la ville, à la maison où il avait vécu auparavant. Les troupes restantes les ont rejoints le lendemain, prenant résidence dans la maison du gouverneur pendant que Karzai réintégrait Shahzahi à son ancien poste. Kandahar a été officiellement sécurisé le 6 décembre, de nombreux forces ennemies ayant été repoussées vers les zones rurales d'Afghanistan ou de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. La guerre en Afghanistan a fait rage pendant 2 autres décennies, et Kandahar a été la cible d'au moins 2 autres tentatives d'assaut pendant cette période. La première de ces attaques a eu lieu le 7 mai 2011, lorsque les talibans ont lancé une offensive dans le but de reprendre le contrôle de la ville. Le conflit est considéré comme la plus grande attaque des talibans de l'année, entraînant plus de 40 morts et causant au moins 50 blessés. Cela a également signalé aux États-Unis et à ceux en Afghanistan qui s'opposaient aux talibans que la perte d'Oussama Ben Laden quelques jours plus tôt n'avait pas dissuadé les groupes insurgés et qu'ils n'étaient pas non plus affectés par une perte de main-d'œuvre au cours des 10 années précédentes. Tôt le matin du 7 mai 2011, des membres des talibans ont lancé des roquettes anti-chars sur le bureau du gouverneur avant de mener d'autres attaques sur des avant-postes, des bâtiments de police et des bureaux locaux. La grande majorité de ces offenses ont utilisé des kamikazes, mais il y avait aussi des soldats à pied armés participant au stratagème. Pendant 2 jours, les talibans ont semé le chaos dans la ville de Kandahar, bombardant des bâtiments, blessant des civils et des policiers, et tuant d'autres Afghans. Cependant, les forces ennemies ont rencontré une forte résistance et ont fini par être chassées de la ville. La police afghane a piégé plus de 20 militants dans un hôtel, tuant tous sauf 2 d'entre eux. Néanmoins, les 2 derniers ont résisté. La police a réussi à en abattre un tandis que l'autre, équipé d'un gilet suicide, s'est donné la mort. Un porte-parole des talibans a noté que les attaques n'étaient au pas, comme on le supposait, en représailles à la mort de Ben Laden. Au lieu de cela, il faisait simplement partie des plans des talibans. La 3e bataille de Kandahar a eu lieu le 9 juillet 2021,
lorsque les talibans ont tenté une fois de plus de reprendre le contrôle de la ville. Pendant des semaines, un combat a eu lieu dans la ville entre l'armée nationale afghane et les talibans, épuisant finalement de nombreux membres de l'armée qui ont fui pour éviter d'être capturés par l'ennemi. À ce moment-là, les troupes américaines étaient en train d'être retirées du pays, laissant de nombreuses villes et villages vulnérables et avec des défenses libyennes faibles, surtout après les assauts des talibans. Les tentatives pour empêcher les talibans d'entrer à Kandahar ont été entravées par la présence de civils qui étaient parfois pris dans les tirs croisés et finalement 11 000 familles ont été contraintes de se déplacer dans des camps de réfugiés. Le 5 août, il a été conseillé aux civils d'évacuer la ville. Un manque de nourriture, d'armes et de munitions a fortement contribué à l'érosion des défenses afghanes. Et le 15 août, les talibans avaient percé les dernières défenses et l'Afghanistan s'était effondré. La première bataille de Kandahar a été un énorme succès pour les États-Unis et ses alliés, y compris les dirigeants afghans opposés aux talibans, et a été un exploit formidable pour la guerre contre le terrorisme à l'époque. Les analystes attribuent le mérite d'avoir fait s'effondrer rapidement les talibans après l'invasion américaine de l'Afghanistan à une formation approfondie, la dévotion, leur puissance de feu et leurs alliances avec d'autres Afghans. Cependant, comme nous le savons déjà, cela n'a pas duré. En 2012, les responsables américains et afghans ont entamé la planification du départ des États-Unis d'Afghanistan. En mai, ils ont réussi à mettre en place un cadre pour la coopération économique et sécuritaire entre les deux nations après le retrait des troupes de combat de l'OTAN en 2014, les États-Unis s'engageant à prêter un soutien militaire au gouvernement afghan dans les années suivantes. L'accord ne précisait pas si les soldats américains et de l'OTAN resteraient sur place pour aider à la formation et au conseil, mais un pacte séparé appelé l'accord de sécurité bilatérale répondrait à cette question. Cependant, ce n'est qu'à la fin de 2014 que cet accord a été signé, lorsque Ashraf Ghani a été inauguré en tant que nouveau président de l'Afghanistan en septembre. Bien que les États-Unis et l'OTAN aient officiellement mis fin à leur mission de combat en décembre de cette année-là, environ 13 000 soldats sont restés sur place, jusqu'en 2020 et 2021 lorsque les troupes ont finalement été retirées du pays. Comme mentionné précédemment, la bataille de Kandahar de 2021 a joué un rôle important dans la résurgence des talibans. Sans le soutien des États-Unis, l'Afghanistan est retombé sous le contrôle des talibans, où il reste aujourd'hui. La guerre globale en Afghanistan a duré 19 ans et 10 mois et a vu la mort de jusqu'à 212 000 personnes, dont plus de 46 000 civils. Mais c'est l'après-guerre qui est, d'une certaine manière, pire. Le pays subit actuellement ce qui est considéré comme l'une des pires crises humanitaires de notre époque. Les opposants aux talibans sont arrêtés et torturés illégalement, disparaissant sans laisser de traces, et les minorités sont lourdement discriminées. Les droits des femmes et des filles sont bafoués et la pauvreté est partout présente. De nombreux ménages peinent à satisfaire leurs besoins essentiels, alors que les catastrophes naturelles, conséquences du changement climatique, ont dévasté le pays et déplacé des centaines de familles. L'insécurité alimentaire et la famine sont répandues et les choses ne font qu'empirer. En 2022, le chef humanitaire de l'Organisation des Nations Unies, Martin Griffiths, a déclaré que des problèmes tels que la pauvreté et l'insécurité alimentaire sont depuis longtemps une triste réalité dans le pays, mais que depuis la prise de pouvoir des talibans, la situation est devenue critique.